Alors, vous arrivez à voir l'écran? C'est bon? Oui, C'est bon? oui, madame. Oui, madame. Alors, dans cette séance d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une activité pratique. C'est un TP dans lequel on va faire quoi? On va réaliser une application météo en interagissant avec une API REST de openweather.org. Alors, l'objectif de ce TP, c'est développer une application mobile Android affichant les données météorologiques d'une ville en interagissant avec une API REST openweather.org via la librairie Volley. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va réaliser une application mobile dans laquelle on va afficher les données météorologiques d'une ville donnée. Par exemple, ici, regardez, voici l'interface graphique de cette application, voici l'écran d'accueil. Donc, par exemple, si on saisit là-bas, alors qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche les données météorologiques en temps réel de la ville Rabat. Il nous donne c'est quoi la température actuelle, Non, c'est on quoi. voit rien. Ça marche pour moi. Ça marche? Je vois, ça marche pour moi. Vous voyez là l'émulateur? Oui, madame. L'application est Oui. claire maintenant. Iman? Ça marche, madame. Ça marche. Très bien. Oui, on voit. Hmm. Alors, c'est ce que j'ai dit. Je reprends l'application. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? On va réaliser aujourd'hui une application de météo dans laquelle on va saisir un nom de ville et il va nous donner après quelles sont les données météorologiques de cette ville en temps réel. Ça veut dire, par exemple, si on tape Rabat, alors remarquez, il va nous donner que la température maintenant est 19, la température minimale, la température maximale, la pression et l'humidité. Et bien sûr, les camps, ça change. On essaiera une autre ville, par exemple, on fait Santiago. Aussi, il donne la température actuelle est 12, la température minimale c'est 11, la température maximale c'est 16, et pour la pression et l'humidité. Alors ici, je sais pas, juste j'essaie de vous montrer que l'icône, ça montre bien l'état de la météo de cette ville. Alors je ne sais pas c'est quoi l'état actuel de chaque ville. Alors on regarde dans le TP. J'ai déjà testé ces villes-là. Au moment où j'ai testé, ça change. Alors regardez pour Rabat. Alors j'ai testé Washington. Lorsque le temps est clair, l'écran change. Ça représente qu'il y a un temps clair. Et voici les données météorologiques de Washington. J'ai tapé Santiago, à l'heure que j'ai tapé, il pleuvait. Donc l'icône a changé. Ça montre qu'il pleut. Et voici les données météorologiques de la ville Santiago. Alors comment on a fait ça? Comment on va faire ça? Comme on a dans le cours précédent, qu'est-ce qu'on a fait? On a interrogé une base de données distante via un serveur. Nous avons fait tout le travail. Ça veut dire la partie serveur, la programmation serveur, côté serveur et la programmation côté client. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas programmer la partie serveur.
c'est la partie serveur, on va utiliser une API qui est déjà existante, qui s'occupe de la partie serveur et nous donne les données d'une façon, les données au temps réel. Et nous, qu'est-ce qu'il reste à programmer? Il nous reste la partie cliente dans Android. C'est bon? Alors, pour l'API qu'on va utiliser, c'est une API gratuite. Alors, celle-là. Alors, pour réaliser cette application, bien sûr, il faut respecter les étapes suivantes. La première des choses, bien sûr, il faut avoir une clé de cette API pour l'utiliser dans l'application. Alors, cette API, c'est dans le site de openweathermap.org et on clique dans les API. Il nous donne quelles sont les API offertes. C'est bon, il y a des API qui sont gratuites et il y a des API qui sont payantes. Alors déjà, pour tirer profit de ces API, bien sûr, avant tout, la première étape à faire, c'est créer un compte dans ce site-là, et vous allez recevoir un email qui va contenir votre clé API que vous allez utiliser pour interroger ces API-là. Par exemple, ici, comme je viens de vous dire, qu'il existe plusieurs types d'API, celles qui nous donnent les données météorologiques en temps réel, ceux qui nous donnent pour chaque heure, chaque 5 jours, chaque 30 jours, etc. Il y a des API qui sont payantes, il y a des API qui sont gratuites. Alors, parmi les API qui sont gratuites, il y a celle qui nous donne les données en temps réel, ça veut dire en temps réel. Et l'autre qui donne la météo d'une ville pendant 5 jours. Alors, puisque c'est qui nous donne les informations météorologiques d'une ville pendant 5 jours, on va utiliser une list view. Pour list view, je sais bien maintenant que vous la maîtrisez bien parce que nous l'avons fait en TP3 et en TP5. Et juste pour vous alléger un petit peu, on va utiliser juste les données en temps réel. C'est bon? Si on veut développer encore cette application, on peut passer à faire à montrer tous les informations météo d'une ville pendant 5 jours, et là on peut utiliser une list view. C'est bon? Alors aujourd'hui on va se contenter juste des données météorologiques en temps réel. Alors on clique sur cette API, la documentation de cette API. Il nous dit que il faut la lire, il nous dit que pour accéder aux informations de ces API-là, il faut taper un des URL suivants. Alors, voici, donc, il faut juste ici, city name, il faut juste taper le nom de la ville et donner la clé que vous allez recevoir, en Gmail, et vous aurez toutes les informations des données météorologiques en temps réel en format JSON de la ville. On peut tester ça, regardez. Alors là, qu'est-ce que j'ai testé ici? J'ai entré Miami. Regardez le nom de la ville. Ici, c'est Miami. Le voici. Et je donnais la clé qu'ils m'ont donnée. C'est bon? Et ça affiche quoi? Il affiche toutes les données météorologiques de la ville de Miami en temps réel, en format de JSON, en format JSON. Donc, qu'est-ce qu'il reste après? D'interroger cette API qui nous donne ces informations en format JSON dans Android pour afficher ces données dans l'application. C'est bon? On peut tester par exemple une autre ville, Mohamedia par exemple. Ça va nous donner les informations météorologiques de la ville Mohamedia. Alors vous voyez, la réponse de cette API nous donne les informations en format JSON. Alors ici, juste pour vous aider à bien visualiser ces données-là en format JSON, il vaut mieux utiliser un site qui permet de formater cet objet JSON pour le mieux voir.
Donc, je vous conseille d'utiliser ce site-là, JSON Formatter. Et ça permet de mieux visualiser quels sont pour mieux voir votre réponse en format JSON d'une façon plus claire et facile à utiliser pour vous aider à mieux écrire le code. C'est bon? Alors regardez. Donc voici la réponse. Alors j'agrandis. Voilà. Donc voici la réponse qu'on a reçue. La voici. Ça permet de mieux voir qui sont les clés pour mieux les appeler dans le code Java. C'est bon? C'est clair? Donc la réponse qu'on a eue, c'est un objet JSON qui contient plusieurs informations. Par exemple, il contient cet objet-là, tout ça c'est un objet JSON, mais à l'intérieur de ces objets-là, il y a des informations. Par exemple, le champ d'été, il nous donne c'est quoi la date. Mais par exemple, le champ coordonnées, il nous donne un autre objet JSON. C'est bon? Pour le champ weather, puisqu'il y a deux crochets, ça veut dire ce weather-là, ce n'est pas un simple objet JSON, mais plutôt c'est un JSON array. Pour la base, c'est un champ simple avec les valeurs. Voici la clé base et la valeur station, etc. Pour main, le champ main, il est même, le champ main, c'est aussi un objet. Voici les informations qu'il contient. Pour le champ temp, il nous donne la température actuelle, la température ressentie pour feel like, temps minimum, température minimale, la température maximale et la pression et l'humidité. Donc, à l'intérieur de cet objet JSON qui est la réponse de l'API, il nous donne à l'intérieur de ça soit des champs normaux, soit un array, JSON array ou bien des objets JSON. C'est bon? Donc, lorsqu'on formate la réponse de cette manière-là, ça permet de bien visualiser quelles sont les informations là-dessus pour savoir si on veut interroger un champ, comment on va faire. Si on veut interroger un objet JSON à l'intérieur de cet objet JSON de réponse, comment on va faire. Et si on a un JSON array, comment on va faire. C'est bon? Alors ce site-là, c'est très important. Ça va vous faciliter la tâche de bien visualiser quelles sont les différentes informations contenues de tout ce cet objet JSON là. C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Très bien. Alors maintenant, puisque l'API nous donne comme réponse un objet JSON, on doit écrire un code pour permettre de récupérer cet objet JSON. Et puisque ici on travaille avec un protocole HTTP, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des requêtes HTTP. Alors la dernière fois, nous avons utilisé les classes asynchrones. Ici, on va utiliser une librairie qui facilite la tâche. Si aussi il fait des tâches asynchrones, mais il permet de réaliser les requêtes d'une façon très simple. C'est bon, ça permet de faciliter le travail. Ça nous donne un confort d'utilisation dans son code. Alors, cette librairie-là, nous avons déjà parlé de cette librairie l'autre fois, c'est la librairie Volley. C'est bon? Alors, la première des choses avant de commencer le code, alors je vous explique, il faut tout d'abord ajouter cette librairie dans le fichier build.gradle. C'est bon? Celui-là. C'est bon? Build.gradle, module app. Et on doit ajouter la librairie pour l'utiliser. Ici, je pense que c'est la dernière version de la librairie. C'est 1.1.1. C'est bon? Il faut l'ajouter dans Gradle pour pouvoir l'utiliser. C'est bon? Dans le volet Dependencies. La voici. Il va vous afficher ensuite, il faut synchroniser
immédiatement, il faut juste cliquer sur synchroniser pour que le Gradle prendra en considération cette nouvelle librairie implémentée dans Gradle dans son module app. C'est bon? Après avoir implémenté cette librairie, qu'est-ce qu'on doit faire après? Puisque ici, on va écrire des requêtes HTTP, ça veut dire on va interroger un serveur web, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rajouter la permission Internet. C'est bon? Il faut rajouter la permission Internet. La voici. Alors, je vous explique un autre petit détail. Pourquoi il faut rajouter aussi cet attribut-là, mais dans quel cas? Alors, dans notre code Java, lorsque on veut créer une requête et l'envoyer vers cette API, alors qu'est-ce qu'on fait? On va l'écrire dans l'URL et on va copier-coller l'URL qu'on a obtenu ici. Regardez, lorsque on a saisi les données pour la ville Mohammedia. Alors, si on veut prendre cette URL-là, on va faire un copier-coller. On va le copier ici, par exemple. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il nous va donner? Il nous va donner le protocole HTTP. Alors, si on laisse comme ça, l'URL qu'on a pris, HTTP, si on fait le traitement, je vais vous expliquer en détail le traitement qu'on va faire. Là, même si tout marche très bien, la fonction ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'ici, on utilise le protocole HTTP. Pour que l'application marche, il faut rajouter cet attribut-là pour dire que l'utilisation d'un trafic en texte clair est permise. Parce que ici, la requête, on a fait avec HTTP. Si on ne fait pas cet attribut-là, ça ne va pas marcher. C'est bon? Alors, il faut ajouter cet attribut-là pour faire tourner l'application. Même si ça, elle est déconseillée. Pourquoi? Parce que ici, ça signifie quoi cet attribut? Ça veut dire le trafic, il peut être fait en texte clair. Ça veut dire un texte compris, il n'est pas crypté. Et bien sûr, pour la sécurité de l'application, ce n'est pas une bonne chose. Alors, une deuxième alternative pour remédier à ce problème-là, on peut créer un fichier de network configuration et préciser quel domaine on va interroger pour empêcher par exemple, les intrus. C'est bon? Ça, on peut le faire dans un autre fichier de configuration. Mais il vaut mieux pour éviter tout ça et pour garder une connexion, bien sûr, sécurisée, il suffit de faire HTTPS. C'est bon? C'est bon. Si on fait HTTPS, Oui, madame. Si on fait HTTPS, on n'a pas besoin d'ajouter cet attribut-là. Si on fait juste seulement HTTP, il faut ajouter cet attribut-là pour que l'application marche. C'est bon? C'est bon. Oui, madame, c'est bon. Alors, on revient à notre code. Alors, comment l'application va marcher? Alors, je vous explique le code. Alors ici, comme vous remarquez dans l'application, qu'est-ce qu'on a? On a une barre de recherche. Une barre de recherche, c'est bon, vous êtes familiarisé avec cette barre de recherche. Alors comme on avait dit l'autre fois, pour tirer profit de cette toolbar, on peut créer une application basique. Ça veut dire lorsqu'on crée un nouveau projet, il suffit de choisir cette basic activité pour avoir un toolbar déjà prêt à l'emploi. Il faut juste le personnaliser. C'est bon. Alors on fait ceci, on crée notre projet, il va nous donner ce code-là.
Ça veut dire cette méthode public boolean on create option menu. Ça veut dire il va gérer tout ce qui se passe à l'intérieur du menu. Ici, puisque notre requête dans l'application, il va être lancée quand? Lorsqu'on tape le nom de la ville et on clique sur Entrée ou bien sur ce bouton-là. C'est bon? Donc, tout le travail qu'on va faire, la requête qu'on va envoyer et la réponse qu'on va recevoir, tu vas être traité dans cette méthode-là. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, cette méthode-là, ça nous permet de dire que nous travaillons avec le toolbar qui contient, et on ajoute notre code là pour dire que notre toolbar, il doit contenir une barre de recherche. Bien sûr, on doit écrire ce code-là pour l'ajouter en code Java, mais aussi on ne doit pas négliger qu'il faut le rajouter dans le menu de la page. Voilà. Voici le menu. On doit préciser, on doit ajouter un nouveau item dans lequel on dit qu'il s'agit d'une barre de recherche. Donc voici le code qui correspond pour ajouter une barre de recherche dans le menu de l'activité principale. C'est bon? Oui, madame. Alors tout ce code-là, c'est juste pour dire qu'on travaille avec une barre de recherche. La voici. C'est bon? Donc juste ici pour faire la liaison avec le fichier XML menu qui contient le code du menu et le code Java. Ici, c'est juste, on a déclaré tous les champs qu'on a dans l'application. Parce qu'ici, dans l'application, combien de text view on a? Voici une première text view, voici une deuxième, troisième. Ici, les text views qui vont changer. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on a une image view dans laquelle l'image, ça va changer en correspondance avec le climat de la ville recherchée. Donc ici, juste on fait correspondre les champs du fichier XML, de l'interface graphique et les objets Java qu'on va utiliser. C'est bon? Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque on écrit un texte dans la barre de recherche et lorsque on fait entrer, un événement va se déclencher. Cet événement-là, il est exprimé en utilisant cette méthode searchView.setOnQueryTextListener qui va surcharger la méthode onQueryTextSubmit. Ça veut dire, et ces queries-là, ils représentent quoi? Ils représentent la chaîne de caractères saisie dans la barre de recherche. C'est bon? Alors, lorsqu'on tape Entrée, l'événement qui va arriver, son code doit être à l'intérieur de cette méthode-là. C'est bon? Donc, bien évidemment, les requêtes qu'on va écrire et la réponse qu'on va recevoir, il doit être à l'intérieur de cette méthode. C'est bon? Donc, maintenant, on commence le traitement de notre application. Alors, puisque lorsqu'on tape le nom de la ville,
Au début, dans la page d'accueil de l'application, on aura seulement ville. Lorsqu'on tape le nom, par exemple, de la ville, le nom change ici. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le texte qu'on écrit dans la barre de recherche, représenté par la chaîne de caractères query, on doit l'afficher dans la text view qui affiche la ville saisie. Donc, c'est pour cela qu'on a fait ville.setTextQuery. Alors maintenant, on commence puisqu'on va envoyer une requête vers l'API. Donc, on va utiliser quoi? On va utiliser la classe requestQueue. Et on va créer une instance de cette classe en utilisant le code de la méthode, le code de la librairie volley. Alors, ça s'exprime de cette façon. Queue égale volley.newRequestQueue get application context. Get application context juste pour avoir le contexte de l'application. Parce que si on prend 10, le logiciel va être confus, va dire qu'il s'agit de l'interface de la barre de recherche. Donc, il vaut mieux pour dire que c'est l'activité principale, il vaut mieux écrire get application context. Alors, je regarde, je pense qu'il y a que des retardataires. Il y a un message ou quoi? C'est bon. Alors ici, on a créé une instance de requestQueue, ça veut dire la queue, qui va recevoir la file des requêtes. C'est bon? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire notre URL. On fait juste copier-coller, remarquez. Puisque ici, on a juste copié l'URL telle qu'elle est, on a utilisé HTTP. Donc, il faut faire attention d'ajouter l'attribut qu'on vient de parler dans le manifeste. Ici, regardez, le nom de la ville, il provient de quoi? Il provient de la chaîne de caractères saisie dans la barre de recherche. C'est bon? Donc, on doit le mettre ici. Et on continue notre URL en ajoutant la clé que vous allez avoir après avoir inscrit dans le site. C'est bon. Donc, voilà, nous avons fabriqué notre URL. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à écrire le traitement lorsque on fait cette requête et on reçoit une réponse. Alors, pour faire ceci, on doit instancier un objet de la classe stringRequest. C'est laquelle qui va faire la requête. Alors, cet objet-là, on peut le créer en instanciant la classe newStringRequest qui prend en paramètre 4 paramètres. Voici le premier paramètre. C'est la méthode ici, on va utiliser la méthode get parce que c'est la méthode utilisée dans l'API. Le deuxième paramètre, c'est l'URL. Le troisième paramètre, on implémente cette interface-là. Alors, cette interface-là, on doit surcharger sa méthode. Sa méthode, c'est onResponse. Ça veut dire, cette méthode-là, il va faire le traitement lorsqu'on fait la requête et on reçoit une réponse. C'est cette méthode-là. Donc, le troisième paramètre, c'est tout le travail fait dans cette méthode-là. Lorsqu'on reçoit une réponse positive, le traitement doit être... c'est quoi le traitement qui doit être fait? C'est bon? Ça veut dire lorsqu'on fait une requête, on reçoit une réponse, on fait quoi? On affiche les données qu'on a reçues dans cette réponse. Donc, tout le traitement, ça va se faire ici. Et le quatrième paramètre, regardez. Alors, tout ça, c'est la méthode onResponse. C'est tout ça. Tout ça en bleu. C'est bon? Tout ça représente la méthode onResponse qui est surchargée en instanciant une response.listener et qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Le quatrième paramètre ici, oui?
Madame, ici dans le parcours de la réponse G5, on peut utiliser le G5 qu'on a utilisé la dernière fois. Oui, oui. Déjà pour voler, il y a plusieurs méthodes de faire les requêtes. Soit recevoir en chaîne de caractères, soit recevoir un objet JSON, comme vous voulez. C'est bon? Alors ici, juste pour instancier cette requête-là, il nous faut 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est le type de la requête. Est-ce que get ou post ou autre chose? Le deuxième, c'est URL. Le troisième, on instancie celle-là. Response.listener. Et celle-là, il surcharge la méthode en response. Response, ça veut dire qu'elle doit contenir le traitement qu'on doit avoir lorsqu'on reçoit notre réponse. C'est bon? Donc tout ça en bleu, c'est le troisième paramètre. Le quatrième paramètre, que va-t-il passer lorsqu'on a une mauvaise connexion? Ça veut dire que la connexion n'est pas établie. Donc, on doit surcharger la méthode qui nous affiche un message d'erreur. C'est bon? Le voici, ça veut dire, par exemple, l'écrire comme log, un problème de connexion. C'est bon? Alors, tous ces paramètres-là, et après, on ajoute string request à la queue qu'on a créée au début. C'est bon. Donc, tout ça, c'est tout ça le texte ou bien le modèle proposé par Volley. Alors maintenant, on creuse au fond de la réponse. Ça veut dire lorsque on reçoit une réponse de la requête. La réponse qu'on la reçoit, c'est celle-là, c'est response. C'est bon? Et ces deux lignes-là, c'est juste pour afficher en log 4 le type de la réponse qu'on a reçue. On peut vérifier ça. Regarde. Alors, ces deux lignes-là, ça montre c'est quoi la réponse qu'on a obtenue après avoir envoyé la requête. Regarde. Là, voici la réponse, elle est là. C'est bon? Voici la réponse. Oui, c'est bon. Donc, il nous montre la réponse. La voici, c'est un objet JSON. C'est bon? Donc, la connexion est bien établie. Si la connexion n'a pas bien été établie, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va nous afficher ce message-là en log. Ça veut dire qu'il y a un problème de connexion. C'est clair? Alors, puisque la connexion est bien faite, il a reçu une réponse, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à récupérer l'objet JSON qu'on a obtenu et extraire les données que contient cet objet-là. C'est bon? Alors, la première des choses, c'est dire que la réponse qu'on a obtenue, c'est un objet JSON. C'est bon? Et après, on commence à extraire. C'est bon? La première des choses, remarquez. Donc, voici l'objet JSON qu'on a reçu en réponse. Alors, il contient plusieurs champs, valeurs. Ça veut dire clé, valeur ou bien champ, valeur. C'est bon? La première des informations qu'on va extraire, c'est cette information-là. C'est bon? C'est la date. La première information qu'on va extraire ou qu'on va récupérer de cet objet JSON qu'on a récupéré, celle-là. Alors, pour extraire cette information de la date, quel code on va utiliser? On va utiliser ce code-là. C'est bon? Voilà. Oui, c'est clair, madame. On va écrire ce code-là. Ça veut dire on va de l'objet JSON object qui représente tout l'objet qu'on a reçu, on doit extraire le champ qui porte le nom DT. Et l'API nous oblige pour bien récupérer ce champ-là, on doit utiliser getLong et on doit le multiplier par 1000.
Donc voilà, on a récupéré l'information de la date. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste de la formater. Et pour la formater, qu'est-ce qu'on fait? On utilise Simple Date Format. C'est bon? On veut formater la date suivant quel format? C'est bon? Donc ici, on utilise ce format-là pour nous écrire la date du jour, le mois avec les 3 chiffres, l'année, été, ça veut dire le temps, ça veut dire l'heure et minute. C'est bon? Après, cette date-là qu'on a formatée, on la transforme en une chaîne de caractères. Pour la transformer, on utilise ce code-là. C'est bon? Donc voilà, nous avons extrait l'information concernant la date. Si on veut l'afficher dans le text view, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste de faire de citer ce texte qu'on a récupéré dans le text view correspondant à la date, celui-là. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est clair. C'est bon, madame. Donc voilà, on va la faire ici. C'est cette date c'est écrite là. C'est bon? Alors maintenant, on a récupéré la date. On a écrit la ville. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à récupérer le temps, la température actuelle, la température minimale, la température maximale, la pression, l'humidité et le temps, il fait quoi? Est-ce qu'il est clair? Il pleut, etc. Pour le temps écrit ici, c'est juste pour changer l'image view. Alors, on va expliquer ça petit à petit. Alors maintenant, on a récupéré le nom de la ville, on a récupéré la date. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à récupérer la température minimale, la température maximale, la pression et l'humidité. Alors, toutes ces informations-là, pour les récupérer, il existe où? Il existe dans le champ main du fichier JSON qu'on a récupéré. Mais ce champ-là, ce n'est pas un simple champ, c'est un objet JSON. Alors, pour le récupérer, qu'est-ce qu'on fait? On déclare main, JSON object, récupérer l'objet JSON qui porte le nom main. C'est bon? Et après, à partir de main, on récupère la température. Pour la récupérer, on utilise getDouble. Mais bien sûr, puisque la température n'est pas écrite en Celsius, on doit la transformer. Donc, on doit retrancher 273,15 pour la transformer en Celsius. Parce que la réponse qu'on a obtenue ici, la voici. Donc, toutes les informations concernant la température actuelle, la température minimale, maximale, pression, humidité, ils se trouvent dans le champ main. Mais le champ main, ce n'est pas un champ simple, c'est un objet. C'est bon? Donc, on doit récupérer l'objet main qui se trouve dans l'objet réponse. C'est bon? Et à l'intérieur de main, on récupère la température actuelle. La voici. Ici, c'est pas la peine. Si vous voulez, vous pouvez l'ajouter. On récupère la température minimale et la température maximale, la pression et l'humidité. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, de l'objet main, on a récupéré la température actuelle. Pour la récupérer, on caste, parce qu'ici c'est un double, on le caste en entier. La même chose pour la température minimale, la même chose pour la température maximale et la même chose pour la pression et l'humidité. Juste pour les températures, il faut retrancher moins 273,15 pour la transformer en degrés Celsius. C'est bon? Donc on a récupéré toutes ces informations-là. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Regardez. Dans l'application, les camps changent.
regardez dans le TP. Alors pour Rabat, ça c'est, il montre une icône. Pour Washington, le temps était clair, donc il faut changer l'icône. Pour Santiago, il pleuvait. Alors pour récupérer ces informations, comment il faisait le temps, comment il fait le temps, on la récupère du fichier JSON. Dans quoi? Dans l'attribut weather. Regardez, cette information-là qui nous dit le temps il fait quoi? Est-ce qu'il est clair? Est-ce il pleut? Ou bien est-ce qu'il y a des nuages, etc. On va la récupérer du champ weather. Mais le champ weather, ce n'est pas un champ simple. Alors, puisqu'il y a des crochets, donc il s'agit bien d'un JSON array. C'est bon? Et l'information, elle se trouve dans le premier objet. Puisque c'est un JSON array, ça veut dire qu'il y a plusieurs objets à l'intérieur de ce JSON array. Mais ici, on va prendre juste l'objet numéro 0 parce que l'information il se trouve ici dans l'objet 0. On ne sait pas pour l'API, est-ce qu'il pourra rajouter autre objet, on ne sait jamais. Mais ici, on va juste récupérer l'objet numéro 0 et récupérer le champ qui contient main. Alors, pour faire ceci en code Java, le voici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier un JSON array qui porte le nom weather. On va le récupérer à partir de JSON objet qui représente toute la réponse. Et on va récupérer le JSON array qui porte le nom weather. C'est bon? Puisque... Alors... On est là. Alors, et ici, on doit récupérer à partir du premier. Ils vont mieux placer là pour respecter l'ordre. Donc, on a récupéré le JSON array qui s'appelle weather, mais de ce JSON array, on doit récupérer le premier objet. Le premier objet, pour le bien représenter, il doit avoir le numéro, l'index 0. Et après, on doit récupérer bien sûr le champ qui porte comme clé main. Et cette chaîne de caractères météo, elle doit soit contenir le nom clear, ou bien clouds, ou bien il va représenter tous les différents états de météo. C'est bon? Et après, on va appeler ici, tous ces textes-là, c'est juste pour, c'était les valeurs qu'on a récupérées dans les différents text views. C'est bon? Ici, c'est juste pour afficher la date. La deuxième pour afficher, pour stocker la valeur qu'on a récupérée dans le text view qui représente la température. Celui-là est pour la température minimale. Et celui-là pour la température maximale. Celui-là pour la pression. Et le dernier pour l'humidité. Le log, c'est juste pour vérifier c'est quoi la chaîne de caractères météo. Il a stocké quoi? Parce que l'image qu'on va afficher dans l'application, il dépend de la chaîne de caractères météo. C'est pour cela on va appeler la méthode setImage qui prend en paramètre d'entrée la météo. Alors on va voir dans cette méthode-là, qu'est-ce qu'il fait. Alors si la chaîne de caractères récupérée equals à rain, il doit afficher rainy. Il doit afficher celle-là. C'est bon? S'il est clair, il doit afficher cette image claire. Et s'il y a l'orage, le thunderstorm, il doit afficher l'image qui correspond à l'orage.
Et s'il y a clouds, il doit afficher l'image qui représente qu'il y a des nuages. C'est bon? Alors voilà, nous avons terminé toute la partie de la méthode en response. Alors toute cette partie-là, la voici. C'est bon? Nous l'avons terminée. On rajoute le quatrième paramètre. C'est juste, il affiche quoi en cas d'erreur de connexion. Et après, ajouter cette requête qu'on a construite à la queue des requêtes pour qu'il soit envoyé. C'est bon? Alors tout ce code-là, ça correspond à la bibliothèque volée. C'est bon? Et voilà. Oui, madame. C'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est Madame, Oui? si vous avez tapé une ville qui n'existe pas, Quoi? une ville qui n'existe pas, Une ville qui n'existe pas. oui. Tu peux rajouter ça dans... normalement, l'API, il a balayé plusieurs villes. S'il n'existe pas, je pense que tu peux rajouter ça. مادام الابي كيرج ديالك بواحد الريسبونس اللي هو الكود ديالك 104 والميساج سيتي نوت باوند دونك بوسيبل تريتي هاد Oui, c'est ça. هذا وغادي تافيشيه. Oui, c'est ça. تقدر تافيشيها هنايا في هاد الريسبونس. Si tu as tapé une ville qui n'existe pas, l'API ne va pas vous donner une réponse. Donc, tu peux la traiter. مادام كنرجع واحد الريبونس انا تيستيتو دابا كنرجع واحد الريبونس اللي هو واحد لوبجيكت جيسون شنو فيه الكود 404 والميساج سيتي نوت باوند. D'accord, tu peux traiter ça. Oui. Exactement. Tu peux traiter ça et afficher en cas de vie qui n'existe pas, qu'est-ce qu'il doit faire. C'est bon? Là, grosso modo, je vous ai donné l'essentiel. Qu'est-ce qui doit être fait? Si vous, bien sûr, vous voulez améliorer l'application, bien sûr, à vous de jouer. C'est bon? D'accord, merci à vous.